ce soir, l'émission est consacrée à vous. Vous allez poser des questions dans le clavardage. Moi, souvent, je vais me retirer et suivre le clavardage pour prendre vos questions. Alors, Monsieur Nantel, sans plus tarder, j'ai une question pour vous qui vient de nos auditeurs. Alors, quand les marchés immobiliers ou boursiers s'effondrent, où vont les milliards de dollars qui disparaissent? Alors, je vous laisse là-dessus, puis moi, je vérifie le clavardage pendant que vous répondez. C'est parfait. Ben, essentiellement, quand cet argent-là, c'est parce qu'il n'existait pas vraiment. Ce qui se passe, c'est que si vous achetez, on est deux, puis j'achète une action à 100 $ de Bombardier, vous la vendez à 200 $, vous la revendez 300 $, 400, 500 $. Bien évidemment, quand tout ça, ça saute, ça retombe à 100 $ au moins, ben c'est le dernier qui a acheté qui perd beaucoup, beaucoup d'argent. C'est une bulle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui rentre sur le marché, puis là, ben, les gens s'excitent, puis ils ne veulent pas rater, puis ben, tout le monde monte, puis ça monte. Puis quand la peur prend, il y a une loi en économie qui dit que quand une crise se produit, les gens s'énervent. Puis là, ils font plus que réagir à ce qui serait normal pour revenir à la moyenne. Autrement dit, ça monte tranquillement. C'est comme un train, hein, ça monte tranquillement. Quand ça tombe direct, parce que c'est un effet psychologique. Les gens paniquent et essayent de sauver ce qu'ils peuvent. Alors, pour l'essentiel, quand le marché immobilier ou boursier s'effondre, c'est pareil pour le marché boursier, hein, c'est ceux qui ont acheté. Il y a toujours, il y a toujours quelqu'un qui a acheté au point haut du marché. Ben, eux, ils perdent beaucoup. Et en passant, les milliardaires aussi perdent, là. Tous ceux qui sont dans le domaine où ça s'effondre, que ce soit immobilier ou boursier, ça s'effondre. C'est qu'il y en a qui perdent moins parce qu'ils ont été avertis à temps. Le problème avec les gens quand ils ont beaucoup d'argent, comme dans le monde boursier actuel ou immobilier, c'est que les gens ils savent pas quoi faire avec leur argent. C'est que c'est un gros problème, ça. C'est que les milliardaires ont ces problèmes-là. Moi, je les ai pas. Mais ils ont beaucoup d'argent puis ils ont peur de le perdre. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils le mettent là où ça rapporte le mieux. Donc, là où c'est le plus risqué. Surtout si les taux d'intérêt sont à zéro. Alors, ce qui se passe, c'est que les gens restent à la bourse. Ils disent, ben oui, là, j'ai fait 10%, 12% l'an passé. Le reste, c'est des taux à zéro ou négatifs en réalité. Là, parce qu'il faut... Il y a le taux réel. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous avez une inflation à 3%, puis qu'on vous donne 1%, vous en perdez 2. Alors, si vous mettez ça à la bourse, puis ça monte tout le temps, comme c'est arrivé au cours des dernières années, ben les gens ils disent, je fais quoi? Ben, ils essayent de se placer à la bourse. D'abord, ils en retirent. Quand le crash arrive, il y en a qui ont les informations avant tout le monde, ils retirent une grande partie de leur argent de la bourse pour en avoir, pour essayer de réacheter à la baisse. Alors, mais ils peuvent pas tout enlever, surtout s'ils en ont des milliards et des milliards, comme Warren Buffett, par exemple. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent une partie de l'argent, ils vont mettre ça dans des actions ou des indices qui sont meilleurs, qu'ils pensent meilleurs. Mais eux aussi perdent de l'argent. Mais il y a de l'argent qui s'évapore. Mais l'argent qui s'évapore, c'est simplement ça. C'est que pendant la bulle, les gens, ils ont acheté pour profiter de tout le monde. Puis quand ça s'effondre d'un coup. Puis ce qui se passe quand ça s'effondre, c'est qu'il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a personne qui achète. Alors, vous avez une action qui vaut, je sais pas moi, 1000 $. Puis là, ben, vous dites, bon, ben là, tout le monde s'énerve, vous aussi, vous vous énervez. Puis ce qui se passe, c'est que vous avez peur de tout perdre. Alors, ce que vous dites, OK, essayez de vendre à 900. Personne n'achète. OK, à 800. Personne n'achète. 700, 600, 500, 400, 300. Puis la compagnie fait faillite, vous perdez tout. Alors, c'est pour ça qu'ils disent tout le temps qu'il faut bien s'équilibrer dans les différents marchés. Il faut toujours avoir du cash dans de l'immobilier, par exemple. Si vous êtes capable, si j'en avais, moi, c'est ce que je fais. Si j'avais de l'argent, j'achèterais de l'or, de l'argent, du platine, enfin, des choses comme ça. Mais c'est toujours ce qu'il faut faire. Il faut se retirer avant que ça tombe. Alors, quand est-ce que ça tombe? Ben là, moi, je pensais que ça tomberait il y a plusieurs années. C'est pas arrivé parce qu'ils ont imprimé tellement d'argent que ça a fait une bulle boursière, puis une bulle immobilière. Alors, c'est là que passe l'argent. Il s'évapore simplement. C'est de l'argent qui n'existait pas. On dirait qu'on est à quelques semaines, quelques jours, quelques mois de ça, parce que il y a le général hiver là, en Europe qui risque de créer des gros bouleversements là-bas. Écoutez, l'Allemagne se passe d'environ 50% de son énergie
Et c'est Charles Gave qui l'expliquait dans plusieurs de ses émissions, c'est que souvent l'économie d'un pays est déterminée par sa quantité d'énergie qu'elle peut consommer. Hein? Souvent, on disait que c'est l'économie qui amène la consommation d'énergie, mais Charles Gave nous a dit c'est pas nécessairement le cas. Si vous baissez la quantité d'énergie disponible dans un pays, l'économie risque de baisser dans le même pourcentage. Et là, en Allemagne, il y a 50% de l'énergie qui venait de la Russie qui vient de disparaître. Il y a et on sait que l'Allemagne est le cœur de l'économie de l'Europe. Alors, il y a un effondrement qui risque de commencer en Europe, qu'on est en train de constater sous nos yeux. Puis on dirait que l'Amérique semble être à part de ça, semble protégée de ça actuellement, M. Nantel. Le dollar américain semble bien se comporter en ce moment. Donc, les Occidentaux américanophiles semblent très bien vivre actuellement. C'est parce que les États-Unis sont indépendants en énergie. Ils exportent présentement, par exemple, du gaz naturel liquéfié que ça te vende c'est fait à partir des gaz de schiste. Oui, ultra polluant. Ultra polluant au Dakota, à l'Alberta, etc. Alors, les Américains étant indépendants de ça, ben, eux autres, ça les dérange pas là, que l'Ukraine soit ravagée, que l'Europe ait des problèmes. Ceci étant dit, moi, je suis certain de ça, c'est que ils vont jouer avec les Russes, en fait, qui essaient de les user jusqu'à ce que l'hiver fasse tellement de mal à l'Allemagne, qui est le centre économique de l'Europe, c'est le centre industrialisé de l'Europe. Les autres pays ont été en désindustrialisation pendant longtemps. Alors, dès que les populations, c'est déjà commencé d'ailleurs, les médias le cachent, mais c'est sûr que les médias le cachent, mais il y a eu des manifestations importantes à Paris, aux Pays-Bas, en Allemagne. Les gens disent, une minute, arrêtez, là, c'est quoi cette histoire-là d'envoyer des armes en Ukraine puis d'exciter les Ukrainiens à se battre? Ceci étant dit, les Ukrainiens non plus n'aiment pas trop voir leur pays détruit. C'est les principaux perdants dans la crise qui se présente. Une crise économique comme celle qu'on a, avez-vous quelque chose à dire? Allez-y. Ben, il y a des questions là, qui s'en viennent que je vais vous poser. Là. Entre autres, on a un auditeur de l'Afrique qui veut avoir qui a une question concernant l'Afrique, mais je vous laisse terminer celle-là. Ouais, c'est ça, ça prend toujours un déclencheur à une crise. Et la crise qu'on est en train de vivre, moi je dis c'est une crise d'origine environnementale qui va dans tous les secteurs, mais il faut bien que ça parte en quelque part. Alors, dans le cas de l'Ukraine, c'est l'agression russe et la réponse des Européens, réponse très bête d'attaquer la Russie pour essayer de maintenir. Et dès qu'ils vont se mettre à geler, dès que les populations vont être en colère, eh bien, ça va se régler d'après moi. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Là, le président Macron de France a été voir le pape pour lui demander de faire pression pour que les Américains aillent s'asseoir avec les Russes. Alors, il demande au pape de demander aux Américains. Au lieu que lui, quand il demande, ça marche pas. Alors, c'est l'Europe qui va céder et c'est la stratégie des Russes. Les Russes se sont cachés dans des tranchées. Là. Ils ont bâti ils se protègent parce qu'ils ont des problèmes avec l'armement européen que les Ukrainiens utilisent. J'ai montré l'autre jour le rapport entre sur une feuille. J'ai montré le rapport qui existait entre le budget militaire russe qui a été augmenté, qui est de 91 milliards en 2022, ça a été augmenté de 30%, quelque chose comme ça, et l'aide à l'Ukraine qu'on a envoyée qui est plus de 100 milliards, 107 milliards, je crois. Oui. 105 milliards. Alors, ça veut dire que c'est déjà plus, l'aide qu'on a donnée à l'Ukraine, c'est déjà plus, puis on leur a donné des armes. Bon. Alors, le résultat de tout ça, c'est que la crise qui est en train de se produire en Ukraine va forcer les Européens à arrêter la guerre, puis ils gèleront pas tout l'hiver. Là, la question, c'est de faire mal paraître les Russes. Le travail est fait, puis je pense pas que les Européens, les Américains vont être capables de forcer les Européens à souffrir pour rien. Parce qu'on comprend très bien que quand ils ont saboté Nord Stream 1 et 2, c'était justement pour garder leur influence en Europe. Parce qu'on comprend très bien que malgré les sanctions, malgré qu'on ait voulu se passer du gaz russe, il y a des dirigeants et des hommes d'affaires en Europe qui comprennent qu'on n'est vraiment pas dans les intérêts des Européens, mais plus des intérêts américains. Et en détruisant Nord Stream 1 et 2, c'est justement ce que les Américains et les Anglais voulaient s'assurer
c'est de bien garder l'Europe en otage pour cet hiver, en tout cas. Et ils n'empêcheront pas, par contre, l'opinion publique de réagir. Et là, on le voit en République tchèque, ça a commencé. En Italie, il y a des manifestations. En France aussi, ça a commencé. Un peu partout en Europe. On a aussi du côté politique Viktor Orban qui est en train de lâcher l'Union européenne. Et est-ce le début d'une série de pays qui vont quitter tranquillement en voyant... on est en train de voir à travers cette crise-là, M. Nantel, toute l'influence des Américains en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale et même avant ça, et que c'est en train de s'effondrer. Tout le narratif, tout ce qu'on a voulu monter avec Hollywood, le général hiver cet hiver risque d'en remettre beaucoup sur le sens du monde, sur la réalité. Hein. Les grands gagnants de cette crise-là, ce sont les Chinois qui voient les Occidentaux s'entretuer, tout ça très drôle. Parce qu'ils s'affaiblissent. Et les Américains, bien sûr, qui... comme les Américains sont en train de chuter, ils essaient d'entraîner les autres avec eux. Alors, la Russie et l'Europe. Une dernière remarque avant de passer à l'opinion de l'Africain qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a des problèmes que tout ça, ça crée en Afrique. La guerre en Ukraine, on va en reparler. Alors, une dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un des 4 pipelines qui est russe à travers la Baltique qui n'a pas sauté. Alors, les Russes peuvent recommencer à approvisionner l'Europe très rapidement par le Baltique et par les autres pipelines, dont un qui passe à travers l'Ukraine et qui est toujours en action. Oui, exactement. Oui, ça, ils l'ont pas détruit encore. Il faut croire que l'argent n'a pas d'odeur. Allez-y avec votre intervenant. Alors, je vais vous passer, c'est M. Bakary Laye Fayet, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui dit « Est-ce vrai qu'il y a la main de la France qui prépare un coup d'État en Centrafrique? » Parce qu'on sait que ça brasse avec le Mali, entre autres, M. Nantel. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Et tout ce qui se passe en ce moment en Afrique aussi, hein, par rapport à la guerre en Ukraine, très peu de pays sont du côté américain parce qu'ils ont un passé colonial et en plus de s'être fait jouer des tours par les empires européens, est arrivé l'empire américain ensuite qui n'a pas arrangé trop les choses non plus. On a l'Afrique du Sud qui est un des grands leaders de l'Afrique qui est maintenant membre du BRICS. Alors, et d'autres qui s'en viennent au BRICS. Alors, parlez-moi de l'Afrique et ses réactions face à la guerre en Ukraine. Bon, écoutez, la France en Afrique a toujours été puissante depuis la colonisation. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est industrialisé. Mais aujourd'hui, l'Afrique, en passant l'image que les Occidentaux ont de l'Afrique est à peu près fausse, là. En Afrique, là, il y a beaucoup d'industrialisation qui se fait. Il y a des centres-villes comme Abidjan en Afrique. C'est quelque chose de surprenant. C'était comme ça il y a 30 ans, là. Des gratte-ciels comme dans le centre de Montréal. Il y a plusieurs villes qui sont comme ça. L'Afrique du Sud, évidemment, qui est très, très industrialisée. Alors, le résultat, c'est que la France, c'est parce qu'elle était industrialisée, comme le reste du monde, parce qu'ils avaient des meilleures armes, ils avaient des meilleures usines, ils produisaient plus d'énergie. Enfin, il y avait besoin des ressources qui venaient des autres continents où les gens s'en servaient pas parce qu'ils n'étaient pas industrialisés. Alors, les Français sont devenus très puissants. Mais les Français, vous savez, vous ne pouvez pas faire plus que ce que votre démographie vous donne. Les Français, ils sont 68 millions, je crois. Alors, ils ne peuvent plus avoir la même influence en Afrique qu'ils avaient avant. Ceci étant dit, si les Français ont été jetés dehors du Mali, puis là où les Africains commencent à dire, ben là, on ne veut plus avoir l'Afrique sur le dos, il y a également l'effet inverse qui, lui, est positif et qui est positif depuis longtemps. Vous savez, j'ai travaillé dans le domaine du développement international, notamment en Afrique où je gérais, je crois que c'est 12 pays. Alors, si les Occidentaux s'affaiblissent, ils ne peuvent plus aider l'Afrique. Puis au niveau des recherches pour les vaccins, au niveau même du développement, du pur développement à coût d'argent de l'Afrique, on pourra plus bientôt le faire. Puis l'Afrique va être obligée de se débrouiller par ses propres moyens, parce que même nous, on va être obligé de se développer par nos propres moyens. Nous, ce qui se passe actuellement sur la planète, c'est que les systèmes de communication sont encore dans les mains des Occidentaux. C'est très massif, surtout américains. Et les gens se font noyer de nouvelles qui font l'affaire des Américains et de l'État profond européen sur la crise en Ukraine, alors qu'il y a des crises extrêmement graves en Afrique présentement.
Et Comme oui. dans le nord-est de l'Afrique noire, c'est-à-dire toute la région, j'en ai parlé l'autre jour, on va mettre le Yémen là-dedans. Là. Vous avez le Yémen, la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan Sud, le Soudan, c'est des gros problèmes qu'ils ont là, là. Il y a des vraies famines. Ils ont eu un problème de criquets pèlerins qui ont mangé les récoltes. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que la crise qui se passe en Ukraine, comme là, hier, les Russes ont dit qu'ils respectaient plus l'entente pour faire sortir le blé d'Ukraine et le blé de Russie vers le tiers-monde. Puis évidemment, le blé a monté. Encore une fois, c'est favorable aux Russes, le blé monte, mais c'est des pays du tiers-monde, notamment la région dont je viens de parler, qui va beaucoup en souffrir. Alors, c'est de deux côtés. L'Occident a fait, certes, je n'ai pas de problème. En passant, c'est une bonne occasion de le dire à un Africain. Les Européens ont fait certainement du mal en Afrique, mais ils ont fait également du bien. Moi, je le sais parce que quand je travaillais dans ce domaine-là, je notais souvent que les ponts, les routes, les écoles, tout le réseau d'écoles, le réseau de dispensaires, ça avait été fondé par les Français, dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, et par les Anglais ailleurs. Alors, évidemment, les Anglais et les Français n'étaient pas là pour faire de la charité, là. Ils étaient là pour avoir des matières premières. Mais pour faire fonctionner ces pays-là, ben, il fallait la paix, donc ils faisaient. Et quand la décolonisation s'est faite, elle s'est faite dans un sens où c'est les Européens qui se sont sauvés, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de combats là, pour quitter. Il y a eu des combats pour l'Algérie. Il y a eu des combats pour le Vietnam. Il y a eu les Mau au Kenya. Mais pour l'essentiel, les Européens, d'ailleurs, ils n'ont jamais été très, très chauds, les peuples européens, pour envahir l'Afrique, pour la coloniser. Les Européens ont dit, écoutez, ça donne rien, on peut pas, là, parce que quand ils construisaient 5 dispensaires, quelques années après, on avait besoin de 10, parce que la population était en explosion. Alors, moi, le bilan est globalement négatif, si on veut, oui, on peut dire ça. Mais par exemple, dans le cas de, ça c'est vraiment intéressant, dans le cas de, ça je parlais, là, les réseaux de communication qui sont dans les mains des Occidentaux. On a pris l'habitude en Occident, on est devenu très critique face à nous-mêmes pour dire qu'il ne fallait pas faire l'esclavage des Africains qui ont se fait. Ce qui n'est pas dit, puis qui n'est jamais dit, puis qui devrait être dit, c'est que ce sont les Africains qui ont lancé l'esclavage. C'était dans leur culture. Et c'était des rois, ils appelaient ça des rois nègres, qui capturaient leurs voisins en Afrique, qui allaient les vendre sur la côte Est aux Arabes et aux Indiens qui venaient les acheter, puis sur la côte Ouest aux esclavagistes européens qui venaient les acheter. Mais le résultat, c'est que le problème venait d'Afrique. Alors, le résultat, c'est que ça, c'est jamais dit. Et les Ashantis, ça c'est très précis, les Ashantis du Ghana, qui étaient là dans le temps dans le temps de l'esclavage, ils se sont excusés au monde entier pour avoir capturé leurs frères de race et les avoir vendus aux esclavagistes. Bon. Et oui, et M. Nantel, une chose que j'ai découvert dans les dernières semaines aussi, c'est quand on a coupé la route des épices en 1453, le premier empire ou le premier groupe à avoir découvert ça chez les Européens qui avaient de l'esclavage en Afrique et qui l'a utilisé rapidement, c'est les Portugais. Oui, bien sûr, c'est les Portugais qui ont fait la première. C'est les Portugais qui ont découvert qu'il y avait un marché d'esclaves en Afrique. Et là, ça leur a donné l'idée de l'exploiter, ce marché-là. Et là, ensuite, est arrivé tous les autres empires. Quand vous dites que les Indiens venaient chercher des esclaves... c'est très surprenant, mais c'est vrai. Mais oui, et donc, puis de l'autre côté, tu avais les Anglais qui partaient avec des esclaves aussi pour les emmener en Amérique. Bien sûr. Donc, ça partait des deux bords. J'essaye pas aucunement d'utiliser l'esclavagisme. Ce que j'essaye de dire, c'est parce que le monsieur demandait... Est-ce que c'est vrai que les Français préparent quelque chose au Centrafrique? Oui, c'est certain. Ce qui est arrivé, c'est que les Français, quand ils ont pris le continent africain, après la traite des esclaves, qui en passant a duré des milliers d'années, les Romains achetaient des esclaves en Afrique noire. Et quand on les voit dans les films là, de gladiateurs, il y a des Noirs. Il y avait des Noirs qui étaient transportés à travers l'Afrique, mais c'était un petit ruisseau. Quand l'Europe est devenue industrialisée, là, c'est devenu véritablement une noyade. Là, c'était des quantités fabuleuses. Puis là, ce qui se passe, c'est comme un marché, c'est toujours contrôlé par la demande.
ben la demande en Amérique était gigantesque pour faire pousser de la canne à sucre, enfin des voleurs là, qui faisaient ça, là, des tortionnaires, tout ce qu'on veut. Mais le marché existait déjà à l'intérieur de l'Afrique. Une autre preuve de ça, c'est que les deux premiers Européens qui ont pénétré à l'intérieur de l'Afrique, c'était à la fin du 19e siècle, quand l'esclavage était interdit, c'était Stanley et Livingstone. La fameuse phrase « Dr. Livingstone, I presume », sur le bord du lac Tanganyika, je crois, en tout cas, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que le fait que les Occidentaux contrôlent les communications dans le monde, ben c'est le narratif des Occidentaux qui est continuellement répété. Et c'est absolument certain que la France, les États-Unis, la Chine, les Chinois sont pas, les Africains le savent, les Chinois sont loin d'être faciles. Quand les Chinois font une entente avec le gouvernement africain pour construire un hôpital, ils amènent des Chinois de Chine pour construire l'hôpital. Alors que vous avez 1 million de personnes autour d'eux qui attendent de travailler, puis ils font venir des Chinois, ils mettent les Chinois dans des maisons, ils construisent l'hôpital, donnent les clés au gouvernement et ils se cassent. Et les maisons qui servent à abriter les travailleurs chinois qui construisent l'hôpital sont démontées puis ils les amènent dans un autre pays. Alors, il y a 1 million de Chinois à peu près qui sont en Afrique, puis tout ce qu'ils veulent, c'est les matières premières. Ils ne respectent pas les droits de l'homme, ils ne demandent rien de ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est les matières premières. Et les Africains s'en sont rendus compte de façon assez désagréable. Autrement dit, le problème de l'Afrique, c'est son problème de pauvreté qui vient en grande partie de l'immense marché aux esclaves qui a existé pendant 4 siècles. Vous savez que les Européens ont déporté plus de monde en 3 siècles d'esclavage. Que tous les Arabes l'ont fait, les Arabes l'ont fait pendant 1000 ans ou 2000 ans. C'était une quantité de monde. Quand vous rentrez, quand les Africains s'entre-massacraient, parce que c'était ça le résultat, ils rentraient dans un village, puis ils tuaient tous les gens inutiles entre guillemets, c'est-à-dire les enfants, les malades, les fous, les vieillards, les combattants, les chefs, les sorciers. Autrement dit, ils détruisaient l'essence de la culture africaine. Ils prenaient ce qui restait, puis ils allaient vendre ça sur les côtes, puis là, ils disparaissaient, ils sortaient du continent. Alors, ça a beaucoup affaibli l'Afrique. Et l'Afrique est restée, malgré sa croissance démographique jusqu'à aujourd'hui, est restée dépendante des puissances qui viennent de l'extérieur du continent. Alors, le résultat de tout ça, c'est que les Français, ils ont des plans pour chaque pays en Afrique, mais les Français, ils sont 68 millions, puis en fait, c'est des pays en vieillissement. Ils peuvent plus contrôler. Ils n'ont plus assez de jeunes pour avoir des soldats, pour faire les recherches scientifiques qui servent à l'Afrique, qui servent à tous les pays pauvres. Et comme les Européens se sentent coupables parce qu'eux-mêmes disent qu'ils sont coupables, ben le résultat, c'est que les Africains, si jamais l'Occident tombe, il ne faut pas oublier la mondialisation, hein, si jamais l'Occident tombe, l'Afrique va avoir des problèmes. Et dans la crise qu'on a présentement en Ukraine, la Russie et l'Ukraine produisent beaucoup de fertilisants à partir de leur gaz, il faut beaucoup de nourriture, du blé, qui est envoyé en Afrique. Puis là, ben, s'ils coupent ça, parce que là, il y a une guerre, les deux des principaux exportateurs mondiaux de nourriture peuvent plus le faire, parce que la raison pour laquelle ils alimentent l'Afrique, c'est parce qu'ils sont prêts. Le blé, c'est quelque chose de léger et de volumineux. Alors, ils vont vendre ça le plus près possible de l'Ukraine et de l'URSS. Donc, en partie en Afrique noire, dans l'Afrique noire, là, près de la côte Est. Alors, le résultat, c'est que cette crise-là, qui n'a rien à voir avec les Africains, puis rien à voir avec nous en passant. En passant, pour la même chose pour l'esclavage, parce que j'en profite pour dire à M. Faye que le Québec n'a pas participé ou pratiquement pas participé à ça, là, au trafic des esclaves. Il n'y a jamais eu un seul bateau d'esclaves qui a remonté le Saint-Laurent pendant le régime français et probablement pendant le régime anglais. Ça n'a pas été fort ici, l'esclavage. Mais tout ça pour dire que les Européens, on parle surtout des Anglais et des Français, ont des plans pour chaque pays africain. Mais là, les Africains, ils sont tannés, là. Ils disent, ben là, on est adultes, là, on a rattrapé. Il y a des gens de très grande qualité, hein, j'en ai rencontré en Afrique, au niveau des intellectuels, qui sont capables de remplacer les Français à pied levé. Le problème, c'est que le continent s'est mal développé depuis la colonisation. Et pour finir avec ça, là, parce que je ne veux pas m'écarter trop, mais c'est passionnant ce qui s'est passé en Afrique au cours des derniers siècles, même si c'est laid, c'est quand même passionnant. C'est que l'Afrique a toujours payé le retard culturel de l'Afrique. C'est pas, comme disait Hitler, là,
la race. C'est même pas la culture, c'est un problème géopolitique. Je l'ai déjà expliqué, c'est que l'Afrique est un continent isolé. Isolé au nord par le plus grand désert du monde, le Sahara, au centre de l'Afrique par la forêt tropicale avec toutes ses maladies, et sur toutes les bordures de l'Afrique par 2 océans vides, ou qui étaient vides, qui le sont encore d'ailleurs. Alors, le résultat, puis depuis, l'Afrique a une ligne de côte très courte. Si vous comparez l'Afrique avec l'Europe, c'est plein de petites baies, d'îles. Pensez aux îles de la Grèce, à la Sicile, à la Sardaigne, à la Grande-Bretagne. Oui, c'est ça. Vous avez des mers qui pénètrent, comme la mer Baltique. Vous avez, bon, c'est très. Puis les rivières, l'Europe est un continent de basse altitude. Les rivières pénètrent très profondément à l'intérieur de l'Europe. Alors, le Danube, le Rhin, etc. Bon. Alors, le résultat de ça, c'est que quand les Européens veulent sortir, c'est très facile, parce qu'ils sortent direct sur les océans. Les océans, ben là, c'est ouvert au monde entier. L'Afrique, elle, a une ligne de côte très courte. Et le centre de l'Afrique est surélevé. Ce qui fait que tous les grands fleuves de l'Afrique, ben, peut-être pas tous, mais la plupart, comme le Niger, le Nil, le Zambèze, si je me souviens bien, le Zaïre, le fleuve Congo. Alors, ils ont des cataractes à leur limite. Alors, le résultat, c'est que c'est très difficile d'en sortir, très difficile d'y entrer. Et c'est ça le principal responsable du retard africain, c'est que de tout temps, ils étaient en retard sur les autres à cause qu'il y avait de la difficulté à rejoindre le reste du monde. Et pour vous donner, pour vous montrer à quel point c'est vrai ce que je viens de dire, c'est que l'Afrique est le continent le plus proche de l'Europe. Ça a été le dernier à être développé par l'Europe. Tellement c'est difficile de rentrer à cause des maladies, à cause de tout ça. Monsieur Nantel, oui. Présentement, ce que les Français font, ils continuent de rêver à l'Empire, là, puis ils commencent à réaliser, les Français, ça fait longtemps d'ailleurs qu'ils l'ont réalisé, qu'il faut s'entendre avec les Africains plutôt qu'essayer d'intervenir. Et ce qu'ils font, c'est que... Mais le problème en Afrique, c'est ça que... Le problème avec les Chinois qui viennent supposément aider l'Afrique, c'est que les Chinois s'entendent avec ceux qui dirigent les pays. Puis en Afrique, un des principaux problèmes de l'Afrique, c'est que c'est des kleptocraties. C'est-à-dire, c'est le gouvernement par les voleurs. Alors, dès qu'ils prennent le pouvoir, ils volent. Puis évidemment, si les Chinois arrivent avec de l'argent, ben là, ils volent. Et le résultat, c'est que c'est pas fait pour aider les populations. D'où le fait qu'effectivement, la France a des plans pour le Centrafrique, en a pour le Mali, en a pour le Niger. Ils se mêlent tout le temps. Par exemple, tout ce qui est au Mali, là, c'est les Touaregs qui voulaient un pays dans le nord. Puis les Maliens ne sont pas différents des autres êtres humains. Hein, ils veulent garder leurs frontières puis leur pays. Or, ça ne s'est pas réglé pour les Touaregs. Bon, ça, c'est des problèmes qu'il va falloir régler au 21e siècle. Oui, pour terminer le sujet, c'est Loua Noun qui nous, sûrement directement d'Afrique aussi. Je suis bien content d'avoir des auditeurs d'Afrique ce soir. Bienvenue à ces nouveaux auditeurs. Si votre invité sait ce qui c'est que le franc CFA, hein, le franc africain, oui, j'en ai déjà entendu parler. Et donc, c'est pas les Africains dans ce coin-là qui contrôlent leur monnaie, M. Nantel. C'est encore les Français. Oui, le franc CFA, le nom le dit, c'était basé sur le franc français. Puis quand les France a joint l'euro, ils ont continué à fonctionner avec le franc CFA. Je l'ai moi-même utilisé. Le problème, c'est ça, c'est que l'Afrique était tellement sous-développée. Le franc CFA, ça date au moins des années 50 ou 60. Ça fait longtemps que c'est là. Moi, je l'ai utilisé dans les années 80. J'ai traversé l'Afrique, puis j'ai utilisé ça. C'était très bon. Puis on n'avait pas besoin de changer la monnaie. Comme les pays étaient petits, ils avaient des pays d'1 million, 1,5 million d'habitants. Alors, les frontières étaient souvent au mauvais endroit parce que toutes les frontières en Afrique ont été décidées par les Européens sans demander l'opinion des Africains. Vous savez même c'est ça qu'on constate. C'est ça qu'on constate, M. Nantel. Le franc CFA servait à faire une masse économique qui permettait de stabiliser cette monnaie-là, qui était elle-même basée sur le franc. Alors, le franc CFA est une monnaie qui est contrôlée effectivement par le franc. D'ailleurs, je pense que la banque centrale qui s'occupe du franc CFA, je pense qu'elle est à Paris, mais là, je ne veux pas trop... C'est ça. Ça, là-dessus, M. Nantel, là, le Québec, on est au même niveau que l'Afrique. Hein? Tout ce qui concerne une monnaie. Hein? À un moment donné, dans le temps on est pensé à former un pays,
Il y en a qui ont mis ça sur la table d'avoir notre propre monnaie québécoise. Et là, on a tombé dans une attaque. Nos adversaires nous ont ridiculisés, ont les médias, donc ils ont pu faire du chemin là-dessus pour nous éloigner complètement de ce concept-là du contrôle de la monnaie. Même qu'il y a des Canadiens français comme vous et moi qui croient qu'on n'est pas assez fort, pas assez intelligent pour avoir notre propre monnaie. Et pourtant, quelqu'un qui rêve à avoir un pays doit comprendre l'importance de contrôler sa monnaie, qu'elle soit basse ou haute. Ça dépend de tes richesses, ça dépend de ton économie. Et je vois pas comment on peut penser à faire un pays sans avoir notre propre monnaie. Bon, c'est pour faire le pays, dans le cas du Québec, on faisait ça par référendum. Fait que les fédéralistes essayaient de faire peur aux Québécois en disant qu'est-ce que vous allez faire. Ils avaient même fait des dollars il manquait le quart du dollar là, qui était blanc. Ah oui, ils ont sorti la grosse machine pour nous sortir cette idée-là de la tête. Maintenant, alors ce qu'on a aujourd'hui, nous, les indépendantistes, d'ailleurs c'est vrai, c'est qu'en cas de... Ça va pour l'Afrique, hein, on est dans la même situation. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent le savent, mais le Québec a été envahi militairement en 1760, puis on a été appauvris artificiellement. On est passé de riches à pauvres parce qu'ils nous ont écrasés. Et même aujourd'hui, on est moins riches que les anglophones qui habitent au Québec, qui sont 7% de la population, sont plus riches que nous. Alors, c'est des suites de la colonisation. Vous êtes très généreux. Hein? Il y a des chiffres qui disent que les Anglais au Québec étaient rendus à 3%, 3-4% même. Et souvent, on nous fait croire qu'ils sont encore 20 à 30% parce que la population qui vient de l'extérieur grossit les rangs. On se donne souvent C'est ça, mais attention, là, ça c'est de la propagande. La vraie propagande, c'est que les immigrants qui viennent au Québec, ils sont pris entre les deux et la tendance, c'est ça semble être vers nous. Avant, on était 1%, on assimilait 1% quand on était pauvre, là, dans les années 60, on assimilait 1 ou 2%, c'était surtout des Français qu'on assimilait qui venaient au Québec. Et aujourd'hui, c'est 50% au moins. Là. Alors, il y a beaucoup de francophones qui viennent. Évidemment, le climat décourage tout le monde de venir ici parce qu'effectivement, c'est dur. Puis avec la crise qui commence, ça va être encore pire. Mais ça, c'est autre chose. Le point, pour en revenir à la monnaie, c'est que dans la zone CFA, ça pourrait être tentant. Il y a des pays qui commencent à être importants. Là, je pense à la Côte d'Ivoire, par exemple, où ils pourraient devenir des pays indépendants avec leur propre monnaie, comme le Québec aurait pu s'il était devenu indépendant. Mais dans le cas quand vous essayez de faire ça par référendum, comme nous, on a essayé de le faire, ben, les adversaires, ils disent, hey, on va tomber, ça va valoir 5 cents le dollar québécois, etc. C'est n'importe quoi. Alors, ce qu'on a aujourd'hui, nous, c'est qu'on garderait la monnaie canadienne, puis qu'après, on verrait. C'est-à-dire, on verrait d'un siècle suivant. Bon, évidemment, le Québec pourrait très facilement avoir sa propre monnaie parce que la monnaie, c'est du papier. La monnaie, c'est rien du tout. C'est basé sur la valeur de votre économie. La valeur de l'économie du Québec, on est 8,5 millions. Tout le monde parle d'Israël. Israël joue un rôle continuellement, ils sont tout le temps dans les nouvelles. Ils ont la même population que le Québec, un territoire beaucoup plus petit, puis beaucoup plus d'ennemis. On n'a pas d'ennemis, nous. Bon, sauf le Canada anglais un peu, mais en tout cas. Alors, le résultat, c'est que le Québec aurait pu, comme les Africains, comme la Côte d'Ivoire, comme... il y a des pays, tous les pays enclavés ont des problèmes en Afrique. Ça, c'est général. Ça, c'est de la géopolitique. C'est pareil pour la Bolivie en Amérique du Sud. C'est pareil pour le Népal en Asie ou l'Ouzbékistan. C'est que quand vous êtes enclavé, vous n'avez pas un accès facile à l'océan. Alors, si vous n'avez pas un accès facile à l'océan, vous perdez le contact avec toutes les grandes puissances du monde. Puis les petits pays qui sont dans votre chemin, ben, se prennent des droits de passage à chaque fois que vous passez, fait que ça coûte extrêmement cher pour les pays enclavés. Le Centrafrique est un pays enclavé. Le Sud-Soudan est enclavé. Le Sud-Soudan, il y a beaucoup de pétrole. Ils n'arrivent pas à le sortir. Ils essaient de le sortir par le Kenya, ils essaient de le sortir par la Somalie, je crois. Puis par le Soudan, ça sort déjà par le Soudan. Et comme le Soudan et le Soudan Sud se sont battus, ben, le Soudan Sud a un problème à faire sortir son pétrole. Ils sont obligés de donner des droits de passage partout où ils essaient de sortir leur foutu pétrole. Alors, c'est un pays qui devient plus pauvre. Et un pays comme le Centrafrique est un pays qui est naturellement plus pauvre. Ce qui fait que c'est un certain avantage d'avoir un franc CFA avec une grande masse, parce qu'au moins, quand vous traversez les frontières, vous pouvez utiliser la même monnaie. La monnaie est imprimée en France. Je suis presque sûr qu'elle est imprimée en France. J'ai déjà regardé, ça a pu changer depuis que j'ai lu là-dessus. Mais le résultat, c'est que l'Afrique est un point tournant
où elle va devoir se développer seule, sans plus compter sur l'aide occidentale. On n'aura plus d'argent. La pauvreté va augmenter en Europe. C'est déjà commencé. Là. Alors, le résultat, c'est que les pays africains vont essayer de se développer eux-mêmes, qui décident eux-mêmes s'ils veulent continuer d'augmenter leur démographie jusqu'à ce que les pays soient plus vivables. C'est déjà commencé au Sahel. Là. Il y a plus le Sahel, là, les chefs sont en train de manger. Là. Puis comme vous avez besoin de je ne sais pas combien de chefs par habitant, un pays comme le Niger, qui a le plus haut taux de natalité au monde, c'est de l'ordre de 8 enfants par femme, ben il y a quelque chose qui va se passer. Là. Ils vont en souffrir. Puis si on ne peut plus les aider, ben là, ils vont avoir des problèmes. Alors, les Africains sont mûrs aujourd'hui pour devenir vraiment indépendants, faire leurs vraies affaires. C'est ça qu'ils ont dit à la France au Mali, en votant, pas de là. L'Algérie l'a fait en premier, mais l'Algérie s'est même battue. Mais la façon dont l'Afrique est devenue indépendante, c'est vraiment des côtes vers l'intérieur. Les Européens se sont simplement sauvés. Alors moi, je crois que le franc CFA pourrait sauter, mais parce que c'est en partie contrôlé par la France. Mais la question là qu'on disait tantôt, là, que les Français ont des plans, oui, ils ont des plans pour toute l'Afrique. Les Anglais, les Américains, mais ils connaissent pas l'Afrique. Puis l'Afrique, c'est un continent passionnant en passant. Beaucoup de beauté en Afrique, mais c'est mal développé. Toujours le même problème. C'est ça, ils sont forts de leur richesse, mais aussi victimes de leur richesse. Hein? On a appris en géopolitique d'avoir des richesses sur son territoire, c'est un avantage, mais c'est un objet de convoitise aussi, où il y a des empires qui peuvent atterrir chez vous et essayer par toutes sortes de moyens d'en prendre le contrôle. Bref, c'est un peu l'histoire de nos amis africains et québécois aussi. Monsieur Nantel, on va changer de sujet parce qu'il nous reste environ 20 minutes à l'émission et je voulais... là, on a une question qui fait réagir là, parce que je l'ai mis à l'écran tantôt puis je ne vous l'ai pas posée. Comment la démocratie pourrait-elle disparaître dans un pays comme les États-Unis où tout le monde est armé? Là, je veux juste vous donner quelques commentaires quand j'ai mis ça, entre autres de Francis Robillard, où il nous dit les États-Unis ne sont pas une démocratie, c'est une république avec une représentation élective, donc une oligarchie. Il faut bien spécifier. Et il rajoute, dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Dans une oligarchie, c'est le petit nombre qui contrôle les élections. Alors, M. Nantel, on revient à la question. Comment la démocratie pourrait-elle disparaître dans un pays comme les États-Unis? Écoutez, un pays... Il y a quelqu'un qui a dit tous les systèmes politiques de l'humanité, depuis que l'humanité existe, c'est une oligarchie qui choisit un chef et qui s'appuie sur une partie importante de la population. On ne parle pas de la moitié, là. On ne parle pas de la majorité. On parle d'une partie importante de la population. Alors, ça a toujours été ça. La démocratie, l'aristocratie, la royauté, la dictature, ce sont que des expressions du même système politique que tous les êtres humains utilisent. Évidemment, quand ça va trop loin, quand ça devient débalancé en faveur des nobles, vous savez que les nobles à la Révolution française, les ecclésiastiques, le roi, ne payaient pas d'impôts. C'était la base de la population qui payait les impôts. Ils ont fait une révolution, ils ont coupé la tête à tout ça. Puis là, ben, la bourgeoisie qui était devenue très puissante à cause que c'était le début de la révolution industrielle, ben, c'est eux qui ont pris le contrôle du pays, et notamment aux États-Unis. Maintenant, pour en revenir à la question, un dictateur ne peut pas... Hitler, là, il n'aurait pas pu commander un bloc appartement sans l'appui de la population. Ça y prenait n'importe quel dictateur, ça y prend un appui solide dans la population. Quand la population, et c'est ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, en a par-dessus la tête des folies. On les voit là, avec le woke. Là, ils font, dès que nos ancêtres ont fait quelque chose depuis 100 000 ans, c'est mauvais, on fait l'inverse. Ben ça peut pas vivre. Puis là, les gens commencent à être frustrés, notamment les Latinos qui sont en train de virer de démocrates à républicains. Ils veulent que ça s'arrête, ça. Alors, la population est toujours importante. On parlait de l'Afrique tantôt. En Afrique, c'était très clair parce que je l'ai vécu. Quand il y avait une décision importante à prendre dans un village, il y avait le chef avec ses conseillers qui discutaient devant la population qui était autour de la case du chef. C'était très clair que la population jouait un rôle. Et le chef, quand il prend sa décision, là, vous savez, dans l'Empire romain, quand il était temps, là, parce que
quand il était temps de couper la tête d'un gars, il faisait ça comme ça ou comme ça. Puis il demandait à la population ce qu'il pensait. C'était l'empereur. C'est vrai, ça. Alors, la population, si la population disait tue-le, ben, il fallait le tuer. S'il disait laisse-y la vie, c'était dangereux. Mais d'habitude, c'était l'inverse. Mais il fallait qu'il appuie la population pour pouvoir continuer de voler. Alors, dans le cas des États-Unis, c'est pareil. Si les gens, pour se débarrasser de ce problème-là, pour qu'un dictateur puisse prendre le pouvoir, il faut qu'il y ait une bonne base dans la population qui est tannée parce qu'il y a une crise économique comme ça qui s'en vient. Et la façon de se débarrasser des armes, ben, c'est de laisser les gens vider toutes leurs balles. Le problème aux États-Unis, c'est qu'il y a des centaines de milliards de balles qui sont sur le marché. Alors, tout ça, il faut que ça passe à travers le canon de fusil. Il y a également, un dictateur pourrait également s'appuyer sur une milice parce que les États-Unis sont en train de se diviser entre le centre, ce qu'on appelle le flyover country, qui est le territoire de Trump, l'Amérique profonde des 4 derniers siècles. Et vous avez les bordures où là, vous avez les immigrants, vous avez les libéraux, ceux qui font de la mondialisation. Alors, un dictateur aux États-Unis pourrait très bien se baser sur le centre du continent, la zone de Trump, là où les gens disent, une minute, c'est nous qui produisons la richesse, qui produisons, etc. Et ça serait la campagne contre les villes, en quelque sorte. Et une autre chose qui se produit aux États-Unis, puis se produit un peu partout dans le monde, puis ça devient de plus en plus dangereux, c'est que plus l'évolution de la technologie progresse, plus les individus sont favorisés par rapport à l'État. Il y a des choses qui favorisent l'État. Par exemple, le crédit social qu'ils utilisent en Chine. Là. Ils mettent un crédit social à côté de la face du gars, puis ils l'arrêtent n'importe où au magasin. Ça favorise l'État. Mais vous avez une chose qui s'appelle les photocopieuses à 3 dimensions. Puis il y a des gars aux États-Unis qui ont commencé à fabriquer des revolvers en plastique qui tirent. Alors, qui tirent des balles et qui peuvent trouver n'importe où, parce qu'il y en a partout. Alors, ça favorise la démocratie, si vous voulez. Et vous avez l'Internet. Ils ont tout fait pour essayer de bloquer l'Internet pour homogénéiser le discours. Puis là, ben, vous avez des gars comme Elon Musk qui dit « Je vais acheter Twitter, puis il va mettre dehors les curés de l'Internet, puis là, les gens vont parler comme ils veulent. » Ben ça favorise la démocratie. Ce qui favorise la dictature, c'est le fait que ceux qui sont au pouvoir, parce que Biden, qui est élu, ne dirige pas les États-Unis. Les États-Unis, présentement, sont dirigés par un comité qui comprend presque certainement les Obama, les Clinton, puis des gens comme ça. Là, Wall Street, bien sûr. Mais là on parle l'État d'Israël. C'est ça, on parle de tout l'État profond. C'est très, très vaste. Oui. Alors, le résultat, c'est que la population en a par-dessus la tête. Biden ne dirige rien, mais c'est lui qui a élu. C'est pas lui qui dirige. Alors, le résultat, c'est que même si les Américains ont beaucoup d'armes, il est possible qu'il y ait une dictature qui s'installe, mais il faut absolument que cette dictature-là s'appuie sur le peuple et s'appuie sur ceux qui en ont plein. C'est pour ça que je pense que ça serait le centre, la campagne contre les villes. Un autre commentaire de Francis Orbillard sur ce que vous venez de dire. L'oligarchie ne s'appuie jamais avec l'accord du peuple, mais avec la soumission du peuple au monopole de la violence. Ça, c'est quand le peuple est satisfait de la situation. Le peuple est capable d'en prendre parce qu'il sait que c'est toujours lui qui va payer. C'est lui qui va faire tuer ses fils à la guerre, dans la guerre civile, dans n'importe quelle guerre, c'est le peuple qui va produire la nourriture, qui va produire les enfants, qui va produire les travailleurs. Et les gens, ils disent, oh, une minute, là, on va y aller mollo. Alors, c'est ce que font toujours les dictatures, ils favorisent ceux qui leur permettent de rester au pouvoir. Puis quand ils perdent le pouvoir, ben, c'est parce que il y en avait trop qui étaient contre eux. Et quand vous avez une révolution, pensons par exemple à la révolution de 1917 en Russie, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un flottement. L'armée, la police ne savait plus de quel côté se tourner, qui avait raison. C'est passé la même chose pendant la Révolution française. Et quand vous avez un flottement comme ça, puis que l'armée n'est pas capable d'aider, c'est arrivé à Tiananmen en Chine, il y a un flottement, c'est qu'il n'y a plus personne qui sait c'est qui était en charge, qui sait qui a raison. Puis là, toutes les forces s'annulent, puis un petit groupe, c'est ce qu'a fait Lénine, un petit groupe peut prendre le pouvoir. Puis quand il y a eu la révolution russe en Russie, la prise du palais d'hiver, ça s'est fait facilement. Ils ont simplement rentré, ils se sont infiltrés. C'est Trotsky qui avait organisé ça. Puis la population a découvert qu'ils avaient un nouveau maître, qui était le Parti communiste. Bon, parce que c'était le flottement total.
Puis là, ben, il a fallu qu'il tue beaucoup de monde parce qu'il était très peu nombreux. Alors, une dictature qui veut rester, puis qui veut s'installer puis s'incruster pour profiter de la richesse, doit absolument favoriser la partie de la population qui l'appuie. Dans le cas des États-Unis, il y a eu un changement démographique important au cours des dernières années. C'est que toute la planète entière aujourd'hui est en dénatalité. Mais les premiers qui sont rentrés en dénatalité, ça a été les Occidentaux et surtout les États-Unis, les Blancs aux États-Unis. Alors, ce qui est arrivé, c'est que maintenant, vous avez beaucoup de Latinos. Ils sont 2 fois plus nombreux, je pense qu'ils sont 1 fois et demie plus nombreux que les Noirs. Aux États-Unis, vous aviez en 1945, 89% de la population qui était, ben ça c'est les folies américaines, le racisme, bon, ça, il n'y a rien à faire, des Blancs d'origine européenne, c'est-à-dire des Blancs qui venaient directement d'Europe pour rentrer aux États-Unis. Ça, c'est ça ce qu'ils appellent les Blancs aux États-Unis. Mais les Blancs qui ont passé par l'Amérique latine pour rentrer ensuite... Ça compte pas, ça. Ah, ça compte pas. C'est des folies, c'est des niaiseries. Il y a un blanc, c'est un blanc, puis un noir, c'est un noir, puis les gens sont tout mélangés. On est tous des métis. Moi, je suis une métisse de mon père et de ma mère, puis c'est comme ça. Alors, c'est partout pareil sur la planète. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les Latinos... bon, on parle des États-Unis, allons-y. Les États-Unis, c'est un continent qui était vide, une île qui était vide. Un continent hyper riche et dépeuplé à cause des épidémies qui ont massacré les Européens, qui ont massacré les Autochtones avant même que les Européens arrivent. Alors, quand c'était l'Europe, un continent surpeuplé et pauvre, qui s'est déversé sur le continent nord-américain. Ça s'est épuisé parce que les Européens font plus d'enfants depuis 50, 60 ans. Maintenant, c'est un autre continent, l'Amérique du Sud, qui se déverse sur le continent encore relativement vide, parce que là, ils commencent à être nombreux, 340 millions aux États-Unis. Là. Alors là, vous avez, les Latinos sont devenus très, très nombreux aux États-Unis. Les Noirs sont à peu près 13-14%. Les Latinos sont à peu près 20, c'est plus que 20%, le 20-22%. Puis il y a une dizaine de pourcents d'Asiatiques, parce que l'Asie aussi a commencé à se déverser, mais ça s'est arrêté parce ça va s'arrêter parce que les Asiatiques font plus d'enfants. Puis l'Amérique s'appauvrit. Alors, le résultat, c'est que vous avez eu une modification démographique aux États-Unis. Puis les Blancs, la population blanche, qu'on appelle des Blancs, là, parce que la moitié des Latinos sont Blancs. En tout cas, ça, c'est autre chose. Alors, eux, ils voient que leur pays, le pays de John Wayne puis de Fred Astaire, là, est en train de disparaître. Puis là, ben, ils réagissent mal, ils se sentent mal. Alors, c'est ça qui fait que vous avez les démocrates. Puis là, comme les démocrates font toutes sortes de folies, on ne sait plus ce que c'est une femme puis un homme, puis les hommes ont le droit de rentrer dans un vestiaire où les femmes se déshabillent, des folies, des conneries, des choses qui n'ont jamais existé. Bon. Alors, les populations latino, asiatiques, ils n'en veulent pas de ça. Mais comme c'est traditionnel, ben, ils se mettaient avec les démocrates. Ben là, aujourd'hui, il y a une grosse partie des Latinos, des Asiatiques qui se tournent vers les républicains, qu'on a entendu dire, oui. C'est ça. Alors, là, c'est ça qui se passe aux États-Unis. L'oligarchie, là, ils essaient de garder le pouvoir ils s'imaginaient, eux autres, que les minorités, toutes les minorités ensemble aux États-Unis finiraient par, ben non, les Américains, ils ont vécu des modifications démographiques à 10 reprises. Quand les Nord-Européens ont été submergés par les gens qui venaient d'Europe centrale, ah là, ça a été une catastrophe aux États-Unis. Il y avait des nativistes, c'était terrible, ils étaient en train de changer la population. Après, ça a été ceux qui venaient des pays latins, Italie, Espagne. Après, ça a été les Slaves. Et après, ben, ça a été les gens de tout le monde. Alors, les Américains ont vécu des révolutions démographiques de même très courantes dans leur histoire, l'arrivée des Irlandais. Alors, le résultat de tout ça, c'est que les groupes qui rentraient aux États-Unis sont devenus les Blancs d'origine européenne, mais c'est encore une modification démographique qui est comme ça. Les Américains vont se rétablir là-dedans. Monsieur Nantel, écoutez, pour conclure, je vous laisse peut-être 1 minute pour conclure cette émission-là. C'est déjà la fin. Ben, j'ai beaucoup aimé avoir des Africains qui sont venus nous donner leur... Ah non, nous autres, oui, effectivement. C'est très rafraîchissant. C'est des choses, ils ont un point de vue complètement éloigné, donc neutre, plus neutre que le nôtre. Nous aussi, on est très éloignés. Alors moi, on devrait peut-être faire ça plus souvent, parce que ça a été assez productif aujourd'hui. Mais évidemment, le danger quand on fait ça, c'est qu'on a tendance à s'éparpiller. Alors c'est pour ça que c'est si important pour nous laisser sur la voie
On a couvert 3 questions, M. Nantel. On va venir meilleur d'émission en émission. On va s'améliorer, c'est certain. Alors, écoutez, merci beaucoup. Lundi prochain, on va sûrement refaire soit une capsule ou une émission où on répond à vos questions. Alors, M. Nantel, merci et à la semaine prochaine. Que les gens préparent des questions, hein, ils peuvent nous les envoyer. Ça c'est vrai aussi. Vous faites bien de le dire, là, dans les commentaires de l'émission, écrivez vos questions, on va les prendre en note et ça va nous aider à préparer la prochaine émission. Et mettez un pouce en l'air si vous avez aimé. Oui, exactement, pour la référence. Merci beaucoup, M. Nantel. Voilà, okay. merci beaucoup de me le faire penser.